Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Victoire FM. Je suis heureux de vous accueillir sur la 96.3 à l'heure de Rétro 7 afin de passer en revue l'actualité nationale et, si possible, internationale de cette semaine. Les principaux sujets retenus pour l'émission de ce matin sont la nouvelle attaque subie par les forces de défense et de sécurité du Togo avec cette fois-ci mort d'homme, la récente hausse des prix des produits pétroliers, le verdict de la Cour d'appel dans l'affaire dite du Petrolgate qui oppose le sieur Fabrice Adiakli au journal L'Alternative et à son directeur de publication Ferdinand Haïté, la passe d'armes entre les élus locaux de Golfe 4 et les autorités gouvernementales à propos de l'adressage des rues de cette commune, l'élection et du nouveau bureau de la CENI en vue des prochaines régionales et législatives, etc. Pour passer au crible ces sujets, c'est avec un grand plaisir que j'accueille dans ce studio Maître Isabelle Manavi Djigbodi à Meganvi, deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement ANC et première adjointe au maire de Golfe 4. Madame Ameganvi, et bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Delagbo, ça fait comme qui dirait un bail. Voilà. Ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. Je crois que à votre émission, j'y ai assisté une seule fois. C'est la deuxième fois. Je suis heureuse de vous retrouver pour le débat de ce matin. Voilà, merci d'être donc avec nous. Pour planter le décor de la première partie de cette émission, Hervé Essay nous rappelle les principaux événements qui ont marqué l'actualité de cette semaine au Togo. Les terroristes ont encore fait parler d'eux cette semaine dans le nord du Togo. En effet, dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai, des djihadistes, à peu près une soixantaine à bord de motos, ont attaqué le poste de contrôle de Kwekpakandi dans le canton de Kondouaré, situé dans le Kwenjal à la frontière du Togo avec le Burkina Faso. Le bilan des affrontements qui auraient duré des heures s'établit, selon un communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Damranyak, à 8 morts et 13 blessés du côté togolais. Le ministre chargé des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement, Christian Trimois, nous en dit plus. Nous avions suivi vers 3 heures du matin une seconde attaque à notre frontière nord, à Kwekpakandi, dans la préfecture de Kenya. Nos forces de l'ordre et de sécurité vaillantes et brillantes sur cette riposte importante. Mais la nation togolaise déplore quelques morts, des blessés et quelques dégâts matériels. C'est le moment de rappeler quand même à nos compatriotes, une fois de plus, que nous sommes dans un environnement qui est devenu dangereux, que notre drapeau national est l'objet de multiples attaques. Notre territoire l'a subi et chacun de nous le subit dans sa chair aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, nous avons pleuré des pertes au Mali. Nous avons pleuré encore quelques compatriotes qui sont décédés. Et aujourd'hui, nous subissons ces morts sur notre propre territoire. Chacun de nous doit avoir la conscience que nous sommes en danger, que nous devons réagir à cela. Nous devons rester vigilants et nous devons plus que jamais montrer une unité d'un corps unique avec nos forces de sécurité, nos forces de défense. Mais le chef de l'État l'a rappelé également, et à la suite du communiqué qui a été fait par le ministre de la Sécurité, si nous devons rester vigilants, nous ne devons pas paniquer. Nous devons rester sereins, continuer à vivre normalement, mais en gardant les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et à pouvoir communiquer systématiquement avec les forces de défense et de sécurité pour notre propre sécurité. Nous devons montrer que nous sommes un seul corps face à l'adversité. Dans un élan de solidarité avec les forces de défense et sécurité, l'ensemble des partis politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ont apporté leur soutien à ceux qui sont chargés au péril de leur vie d'assurer la sécurité du peuple ainsi que l'intégrité territoriale de notre pays. Nous écoutons quelques-uns des responsables de ces partis, respectivement Aklessoa Choli de l'Union pour la République, Dodi Apevon des Forces démocratiques pour la République et Nabouja Bouraïma de la Dynamique Monseigneur. Nous condamnons avec la dernière rigueur cette attaque barbare qui vient endeuiller notre pays et particulièrement nos forces de défense et de sécurité. Nous les assurons en ces temps de vive douleur de notre solidarité. Nous devons rester vigilants et appelons tous nos concitoyens à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de débusquer tous ces individus sans foi ni loi. Nous devons faire preuve d'un sursaut patriotique. Nous devons faire bloc, quelles que soient nos sensibilités ou nos tendances politiques, faire bloc derrière nos forces de défense et de sécurité pour préserver le territoire national et sauvegarder notre paix si chèrement. Condamnant ce qui est arrivé à nos forces de sécurité, nous demandons au gouvernement de manière très claire de faire en sorte que la lutte contre ce phénomène-là devienne une lutte nationale. Maintenant, pour que tout le monde puisse comprendre que nous ne devons pas laisser le terrorisme s'installer au Togo,
il faut que le nationalisme, le patriotisme de tout le monde puisse être mis à l'épreuve. Et pour y arriver, il faut que le gouvernement comprenne qu'aujourd'hui, il faut lutter justement contre la pauvreté. Il faut lutter contre tout ce qui peut entraîner des frustrations dans notre pays. Le problème des élections et tout ça, c'est des choses qui peuvent réveiller ou qui peuvent entraîner justement des phénomènes que nous ne souhaitons pas tous dans ce pays. Je m'incline en toute humilité devant la mémoire de nos braves soldats tombés, les armes dans la main, au nom de la nation togolaise tout entière. La nation entière aura à mémoire leur sacrifice ultime pour la défense de notre patrimoine commun, le Togo. Il est temps qu'on sache qui finance le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Pourquoi la CEDEAO traîne à mettre en place sa force d'attente militaire devant permettre de mettre fin à ce fléau qui prend des proportions inquiétantes et alarmantes. Pour vaincre le terrorisme, il faut revoir la qualité de l'équipement à la disposition de nos militaires sur le terrain et développer la sécurité aérienne. J'invite tous les Togolais à transcender nos divergences pour parler d'une seule et unique voix face à ce mal qui ne saurait perdurer. L'élection du nouveau bureau exécutif de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, s'est déroulée lundi à Lomé au cours de la 5e assemblée plénière. Le bureau se compose comme suit: président Dago Yabré, vice-président Jean-Claude Romao de l'Union des forces de changement UFC, premier rapporteur Messan de Sekpli et deuxième rapporteur Christophe Chao de l'Union pour la République. La cour d'appel de Lomé a enfin rendu son verdict dans l'affaire dite du Pétrole Gate qui oppose Fabrice Adiakli au journal L'Alternative et à son directeur de publication. Elle a confirmé la décision de la première instance qui avait donné raison à la partie demanderesse qui estime avoir été diffamée par le journal L'Alternative et son directeur de publication. Enfin, la première édition du festival de la marmite FESMA a démarré mardi à Lomé. Son objectif principal, selon les organisateurs, est de promouvoir la cuisine africaine et notamment celle du Togo et célébrer ses différents acteurs. Cuisine africaine, les enjeux du consommé local et les nouveaux modes d'alimentation, tel est le thème central retenu pour ce festival qui a enregistré la participation des chefs cuisiniers venus du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo. Maître Améganvi, d'après un communiqué du gouvernement, le poste avancé du dispositif de l'opération Koundouaré, situé dans la localité de Pinkankadi, dans la préfecture de Pendial, a fait l'objet d'une violente attaque terroriste menée par un groupe d'individus lourdement armés non identifiés. Alors, le communiqué signale un bilan de 8 morts et 13 blessés côté togolais. Ce que l'on redoutait est finalement arrivé et le Togo a enregistré ses premières pertes en victimes humaines. Alors, quelle a été votre première réaction quand vous avez appris cette nouvelle? La première réaction, je veux dire, au niveau de notre parti, l'ANC, c'est la consternation face à ce problème dont on entendait parler dans les pays limitrophes, le Burkina Faso, le Bénin, le Nigeria et autres, et qu'on avait crainte, puisque ça évolue dans la sous-région, que ça ne vienne sur notre territoire. Bon, tant bien que mal, nous l'avons évité jusqu'à présent et ça a été effectif cette fois-ci. Et donc, première réaction, c'est la consternation. Ça nous arrive à nous aussi. Et je voudrais d'entrée m'incliner devant la mémoire des Togolais qui sont tombés dans cette embuscade et présenter nos vives condoléances aux familles éplorées et à l'État togolais et tout entier, au peuple togolais qui vient de subir cette attaque ignoble et qui aujourd'hui pleure ses enfants. Mais jusqu'à présent, l'ANC n'a pas encore réagi officiellement. Pourquoi? Parce que c'est dans ces genres de sujets très sensibles et très problématiques, l'ANC, le bureau national de l'ANC prend toujours sur lui de faire les recoupements en son sein. Parce que vous savez, nous avons des fédérations sur toute l'étendue du territoire, dans le Pendial et partout ailleurs où cela s'est passé. Nous avons nous-mêmes dans nos tournées visité les zones où ça s'est passé. Moi, je me rappelle comme si c'était hier, quand nous sommes passés par là, nous avons vu qu'il y a des postes pratiquement à chaque kilomètre, des postes des forces de sécurité. Et donc, nous nous interrogeons jusqu'à présent sur comment cela a pu se faire, puisque selon les informations recueillies, RFI et autres, qui ont donné
des précisions sur l'attaque. Il paraît que les gens sont arrivés, ils ont même passé la nuit, ils sont restés pratiquement dans la population et autres, mais personne n'a pu connaître, n'a pu savoir que c'était des terroristes et qu'il fallait réagir et tout ça. Et donc, nous nous posons la question de savoir comment cela a pu se passer, que les populations n'ont pas pu réagir et les forces de sécurité ont été surprises de cette manière et autres. Beaucoup d'interrogations auxquelles nous n'avons pas encore. Vous savez que l'ANC fait partie des partis politiques majeurs dans le pays et donc on est un peu surpris que jusqu'à présent il n'y a pas de réaction de l'ANC par rapport à cet événement. Est-ce que vous doutez, est-ce ça dit que vous doutez de la version du gouvernement par rapport à Non, ce n'est pas que nous doutons, puisque c'est pas le gouvernement seul qui a donné sa version. J'ai parlé tout à l'heure de RFI, qui est une radio internationale très écoutée, et d'autres pays qui se sont fait l'écho de l'événement. Ça ne veut pas dire que nous doutons, mais c'est que pour prendre position et donner la ligne du parti par rapport à cet événement-là, il faut quand même que nous prenions le temps de recouper un peu et tout ça. Ce qui n'exclut pas la condamnation du phénomène. Ça, tout le monde est unanime à dire. Personne, aucun parti politique sérieux ne peut se prévaloir d'une attaque terroriste, parce que le terrorisme n'a jamais réglé quelques problèmes que ce soit. La violence n'a jamais réglé quelques problèmes, surtout quand elle se mêle de politique. C'est la catastrophe, ça n'a jamais réglé un problème. Mais au moment opportun, l'ANC interviendra là-dessus, sans toutefois prendre sur lui de condamner dès à présent le phénomène. Mais il faut aussi s'interroger sur l'origine de ce phénomène-là qui tente de s'étendre de manière drastique sur surtout l'Afrique de l'Ouest et autres, et dire, et c'est en cela que j'ai écouté l'intervention tout à l'heure de Maître Apévon des FDR, qui a touché du doigt déjà le problème. Déficit démocratique, la pauvreté, la misère et autres, qui crée des frustrés, qui crée des frustrations de telle manière que des groupes fondamentalistes religieux et des fanatiques politiques aussi se servent et donc trouvent dans la frustration qui se retrouve dans le cœur des gens face à la misère, face à la vie chère, qui n'ont plus de réponse idoine aux problèmes qui se posent, aux problèmes existentiels qui se posent à eux, et qui ne trouvent d'autre moyen que d'aller s'allier à ces groupes de fondamentalistes et autres religieux, et qui se radicalisent et qui pensent que régler leurs problèmes, ils n'ont pas le choix, parce que, dit-on, Kablimon n'a pas de peur de couteau, donc c'est d'aller dans la violence pour régler des comptes et autres et tout ça. L'essentiel, c'est que nous prenons sur nous, que on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, de parler sans aucune hypocrisie de l'origine de cela. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est comment les populations, je m'interroge depuis la dernière fois, comment les populations ont subi cela. Est-ce que les gens sont venus, bon, on dit que, certains disent qu'ils sont venus à moto, etc. et tout ça. Bon, ces populations-là, ont-ils vu les gens? Les connaissent-ils? Connaissaient-ils ces gens-là? Est-ce que ces gens se sont apparus à eux comme des étrangers ou comme des gens qui connaissent la zone, qui vivent avec eux, etc. Comment est-ce que ces gens-là ont pu demeurer là-bas, passer une nuit, toute une journée, et ont pris le temps de faire tout ce qu'ils ont fait sans et partir? Parce que le gouvernement parle des pertes que nous avons eues au niveau de nos forces de sécurité, mais personne ne nous dit s'il y a eu des pertes ou pas au niveau des attaquants. Et donc tout ça là nous pose problème. Et aujourd'hui, où sont-ils? Est-ce qu'ils sont descendus dans la population? Est-ce qu'ils sont en train de se diriger vers la capitale? Est-ce qu'ils sont restés? Est-ce qu'ils sont repartis? Etc. Personne ne sait. C'est pour cela que
la situation est d'autant plus grave et d'autant plus dramatique qu'il y a toutes ces interrogations-là auxquelles nous n'avons pas encore de réponse pour pouvoir, à chaud de manière passionnée, et faire des déclarations et autres. La première attaque djihadiste subie par le Togo s'est produite à Salwanga, dans la même région des Savanes, et remonte à novembre 2021. Le chef de l'État, comme vous le disiez tout à l'heure, disait récemment, je le cite, la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une affaire militaire. Fin de citation. Et il se dit que la pauvreté dans cette région sera autour de 67%, les chiffres datent de 2 ou 3 ans. Et est-ce que c'est ça peut-être qui explique un peu ce qui se passe? Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, c'est beaucoup d'interrogations autour de ce problème-là. Vous savez, quand les populations souffrent, quand les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Mais moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que ces populations ont vu dans ces gens-là des sauveurs? Ça aussi, il faut s'interroger là. Quand vous êtes un homme politique, il faut s'interroger et poser les questions les plus terribles possibles pour essayer de trouver une solution à un problème qui se pose. Je vous dis que moi, je continue à m'interroger sur le fait que des gens ont pu venir s'installer, sont venus, sont rentrés, ont pris contact avec des populations, sont restés jusqu'au lendemain, ont tout détruit sur le passage, ont tué des gens, et sont repartis sans qu'on puisse nous dire mais comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce que les populations qui habitent ces coins-là ont réagi, comment cela se fait-il qu'on n'ait pas pu durant toute la nuit et tout ça donner l'alerte et tout ça pour avoir des renforts. Bon, je ne suis pas militaire et j'ai du mal à cerner tous les contours de ce problème, mais je pose des problèmes, des questions, j'allais dire sociales. Bon, comment nos populations, est-ce que nos populations ont vu dans ces gens-là des libérateurs pour leur permettre de pouvoir rester, de passer la nuit, de faire ça et tout ça. C'est des interrogations que je me pose depuis que cette affaire-là. On parle de No Man's Land. On parle de No Man's Land là-bas, mais je vous demander. Oui, mais je connais. Comment est-ce que la lutte, Monsieur Agbo, je connais la région. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des postes pratiquement à chaque kilomètre de là-bas. Et il y a des gens, ce n'est pas un No Man's Land qui est dépourvu de population. Des gens vivent là-bas. Il y a des gens qui vivent, des civils, des militaires et tout ça, les postes, etc., qui vivent là-bas. Ce n'est pas une zone désertique. Oui, avant, tu as vu comment doit se faire cette lutte-là contre ce phénomène-là qui... Je crois que, vous savez, quand un problème se pose, moi je crois que essayer de régler le problème à la surface n'a jamais été une solution idoine au problème. Je crois qu'il faut attaquer le problème à la racine. D'où vient en Afrique ce relent lié au terrorisme, au fanatisme et d'où vient ça? Mais ça n'existait pas. Dans le temps, on n'a jamais été confronté autant que maintenant à ce problème-là. Il y a beaucoup de pays musulmans qui ne connaissent pas ça. Pourquoi? Voilà. Mais les gens disent que c'est depuis le décès de Kadhafi, parce que c'était le Kadhafi qui était le barrage de ça, qui les gérait, etc. Et c'est depuis que Kadhafi... bon, les gens accusent les pays occidentaux qu'on accuse d'être le bras armé de ça et tout ça pour pouvoir piller les ressources, surtout minières africaines et autres. Les gens accusent des autres, mais on ne s'accuse pas nous-mêmes. Quelle est notre responsabilité dans ce phénomène-là? Et moi je dis que c'est à cette racine, à ce mal, la racine de ce mal-là qu'il faut s'attaquer. Quelle est notre responsabilité dans cela? Quand on apprend par exemple que des Togolais deviennent fanatiques et s'allient à ces groupes terroristes, il y a à craindre. Pourquoi des Togolais peuvent trouver en le terrorisme une solution à leurs problèmes? C'est qu'il faut voir les problèmes et essayer de les régler pour voir que si on règle ce problème-là à la base, c'est-à-dire régler les problèmes existentiels des gens, la vie chère, la misère, le chômage, où les gens, à force de se battre contre la vie, n'en peuvent plus et finalement disent, mais on a tout essayé, ça ne va pas, et bien on va essayer aussi le fondamentalisme, on va utiliser le fanatisme, on va utiliser la violence et on verra ce que ça va donner.
C'est ça la réalité. Moi, et moi, je voudrais que les acteurs politiques togolais, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, on pose le problème sous cet angle-là et qu'ensemble, on essaie de régler ce problème. Parce que ce problème-là ne concerne pas que ceux qui sont au pouvoir, ne concerne pas que ceux qui sont, concerne toute la population togolaise, toute tendance politique confondue. Et je dis que pour l'heure, les raisons fondamentales que nous pouvons nous opposer à nous-mêmes, c'est des raisons liées à la manière dont la politique est menée dans nos pays africains et qui a pour nom le déficit démocratique. Deuxième sujet de cet démocratique, pardon, oui, pas oui, démographique. Démocratique. Bien compris. Deuxième sujet de cet entretien, une nouvelle hausse des prix des produits pétroliers est effective depuis le 10 mai dernier. Et en êtes-vous surpris, avez-vous été surpris par cette annonce-là? Oui, bon, parce que d'une part, au Togo, nous avons tendance d'imiter chez les autres, auprès des autres, de copier chez les autres, ce qui n'est pas bon pour nous. Je m'attends, le ministre du Commerce aurait réagi en donnant les prix des produits pétroliers dans les autres pays qui sont plus élevés que le prix pratiqué au Togo. Le seul problème, c'est que les autres pays de la sous-région ne sont pas logés à la même enseigne que le Togo. Il fallait commencer par là. Il fallait commencer par là et dire quel est le montant du SMIC au Togo et l'appliquer sur le montant du SMIC au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Ensuite, quelles sont les mesures prises par ces pays auxquels on se compare par rapport à ce qu'ils ont pu faire pour lutter contre la vie chère? Le Sénégal a fait des transferts pour les démunis sur 548 familles démunies. 548 familles que quand on compte, on applique au Sénégal, qui est un pays musulman, où la polygamie, musulmane. Voilà, majorité musulmane, la polygamie, la natalité, le fort taux de natalité, etc. et autres. Et quand on applique, par exemple, qu'un ménage au Sénégal compte à peu près 4 à 6 personnes, lorsque vous multipliez 548 ménages par, ça va chercher quand même loin. Au Togo, nous sommes toutes populations, enfin toutes tendances confondues. Et chaque famille aura droit à 80 000 francs. Voilà, au Sénégal. Et donc, nous sommes, au Togo, nous sommes 6 millions, voire 7 millions d'habitants. Au Togo, si on décide de faire cette même politique de transfert aux démunis, bon, je ne crois pas que nous irons à 540 et quelques ménages avant de couvrir les zones à risque. Quand je parle de zones à risque, je parle des démunis, des gens vulnérables, etc. Bon, alors, au Sénégal, ça a été fait. Et avant que ça ne se fasse, vous avez vu, le chef de l'État a injecté dans l'économie près de 50 milliards pour aider à résorber les conséquences de la cherté de la vie, qui est un phénomène mondial, dû à la guerre, l'Ukraine, Covid-19. On est sorti de la pandémie de la Covid-19, à peine, on n'est même pas encore complètement sorti, à peine on essayait de lever la tête, que paf, la guerre Ukraine-Russie est tombée sur nous et tout ça. Tout le monde a su que les conséquences allaient être dramatiques sur le plan international, sur le plan la flambée des prix, etc. et tout ça. Quand bien même nous n'avons pas pris notre autosuffisance alimentaire et autres, que ça soit quand même terrible que le Togo, un pays essentiellement agricole, dépende de l'Ukraine pour l'huile comestible et tout le reste. Ça, c'est un autre problème. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons déjà fait au Togo, comme on a fait au Sénégal, pour pouvoir influer sur les conséquences de cette cherté de la vie avant de hausser
le prix, quelques mesures, du pétrole. On en arrive. Le prix du pétrole et autres. Le Bénin a augmenté le SMIC. Aujourd'hui, c'est qu'en 2000 au Sénégal, augmenté 58 000. Aujourd'hui au Sénégal, les autres pays ont fait. De telle manière que lorsque eux, ils ont augmenté le prix de leurs produits pétroliers, vous avez vu, les populations n'ont pas parlé parce que ils savent que en amont, on les a déjà aidés un peu à pouvoir se faire, à pouvoir se faire par rapport à la situation. Mais au Togo, c'est que les mesures du gouvernement, la suppression des tickets de 150 francs dans les marchés et tout ça, à quelle influence la suppression des tickets de 150 francs dans les marchés, à quelle influence sur le prix du maïs, du bol de maïs qui est à 850 francs et que on a dit qu'on ramène à 550. Monsieur Agbo, vous allez dans le marché tout de suite à la sortie d'ici, allez dans le marché et demandez à la bonne foi du marché de vous vendre le maïs à 550. Elle ne vous vendra pas parce qu'elle n'a pas acheté à ce prix pour pouvoir le vendre à 550 qu'on a décidé. Et donc, c'est des mesures qui n'ont pas d'incidence sur et moi j'ai admiré l'influenceuse Mama Tamea qui intervient. Cette dame là n'a pas fait grand chose côté enseignement et autres, mais qui a fait une analyse imparable en disant aux dames, vous qui ne voulez pas payer ça, vous n'allez pas payer pendant 3 mois 150 francs pendant 3 mois, ça fait combien? Ça fait 450. Ça veut dire qu'en 3 mois on agit sur 450 francs. En fait, la taxe, c'est pas tous les jours. Et 150 francs, là, c'est pas tous les jours dans le marché. Ah oui, c'est tous les jours, mais bon, ça fait 450. Mais c'est pas grand-chose. Moi, quand j'applique 150 francs par jour sur le prix du maïs, un bol de maïs, quand vous achetez un bol de maïs, vous faites de la farine et tout ça, bon, pour un ménage à 4 enfants, combien ça fait? Ça fait peut-être 2 déjeuners, un dîner et 2 déjeuners, hein, plus quand, bon, la ration est, bon, bien surveillée et autres. Ce n'est pas grand-chose. Donc, 450 francs par jour, non, 150 francs par jour, dans la vie d'un ménage démuni, sur ça n'a pas d'influence. C'est comme Novici, là. Novici, on avait fait Novici, c'est 6 000. C'était 6 000 et quelques francs fois 2 ou fois 3. Bon, on a dit que certains ont eu la première part, n'ont pas eu la deuxième, la troisième. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ça n'a pas d'influence notoire. Et lorsque vous prenez, en plus de ça, hein, des mesures qui n'ont pas été conséquentes pour aider les gens à pouvoir accepter ça et que, bon, on décide de l'augmentation. Et lorsque vous appliquez, parce que j'ai essayé, quand l'augmentation a eu lieu, je crois que c'est en 3 semaines. Oui. Hein, la première augmentation, et puis à moins de mois, la deuxième augmentation était arrivée. Il y a eu toute la polémique, les gens ont commencé à en parler pour la deuxième. Un ministre a démenti en disant que non, c'est pas vrai, et tout ça, et ça s'est fait quand même. Bon, toute la polémique qu'il y a eu. Ça veut dire que même dans le gouvernement, bon, il n'y a pas concordance entre cette décision-là, puisqu'on ne peut pas comprendre comment dans un même gouvernement, certains sont au courant que ça devait avoir lieu, d'autres ni le fait pour finalement. Ça aussi, ça ne concourt pas à apaiser les cœurs par rapport à cela. Et donc, moi, quand l'information est tombée, j'ai essayé de voir un peu quel est le prix du baril, le coût du baril de pétrole dans le monde, un peu pour essayer de voir, puisque le gouvernement, à partir de quand nous étions à l'Assemblée, avait décidé que les prix s'appliqueraient maintenant sur le prix du baril et que c'est le prix, la vérité des prix qu'on a décidé d'appliquer. Maintenant, la caisse de péréquation n'existant plus pour pouvoir équilibrer les prix par rapport à la hausse, à la baisse, etc. Que c'est la vérité des prix qui sera appliquée. Donc, j'ai fait l'exercice pour voir la fluctuation du prix du baril depuis janvier de l'année 2022. Et donc, en janvier 2022, le prix du baril était à 86,5 $. Février, 96,8 $. Ça a commencé à monter. Oui. Le pic, c'est en mars où le prix a atteint 117,2 $. En avril, ça a baissé.
105,8 $. Et en mai, le prix, j'ai eu ces chiffres-là hier. Hier, c'était à 111,39 $. Ça veut dire quoi? La première augmentation a eu lieu en avril. En avril, oui. La première augmentation a eu lieu en avril. Et en avril, c'était à 105 $. Oui. Et donc, depuis l'augmentation, là, le pic de mars, avril, ça a baissé. Et donc, d'où vient-il si c'est la vérité? Vous avez dit, si en avril c'était à 105 $, vous avez dit en mai 111 $. Ça veut dire que ça a monté. Ça s'est passé de 105 $ à 111 $. Non, la première augmentation, je parle de la première augmentation. Okay. La première augmentation a eu lieu en avril, vers la fin ou mi ou fin avril. Et c'était le prix le plus bas depuis l'augmentation. C'est 105 $ en avril. Mais à 105 $, 217 $, c'est descendu à 107 $ et on a augmenté. Peut-être que déjà en mars, le trou a été creusé pour le gouvernement, donc il fallait peut-être... Alors, moi, je fais un constat, hein, on a augmenté là-bas. Bon, maintenant, aujourd'hui, en mai, c'est à 111 $, on a encore augmenté. Oui. Ça fait la deuxième augmentation. Or, il se trouve que il y a un système qu'on appelle contrat à terme, où les grandes sociétés et autres vendeurs, les pays qui vendent le pétrole négocient des contrats à terme avec les gouvernements. Et donc, le contrat à terme, c'est que en l'année 2022, lorsque vous faites toutes les combinaisons possibles et tout ça, vous pouvez savoir, quand vous savez que gouverner c'est prévoir, vous pouvez savoir qu'en cette année, le baril de pétrole risque de monter. Il y a les indicateurs qui sont là, qui le font. Aujourd'hui, quand nous étions dans la pandémie de la Covid-19, le prix du baril a beaucoup baissé. Pourquoi? Parce que la pandémie a ralenti complètement les activités. Les transports, les avions, vous avez vu, bon, plus de voyages, les vols ont été supprimés, etc. Et tout ça. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Le prix du baril a véritablement baissé à ce niveau-là. Maintenant, on est en train de sortir de la pandémie. Les activités ont repris de plus belle. Et compte tenu des 2 années de pandémie et autres, les activités ont véritablement repris et autres. Quand on a commencé à avoir le problème de la guerre de l'Ukraine avec la Russie, etc. Mais la reprise des activités et autres donne les indicateurs que les activités ayant repris, le prix risque de monter, tout ça. Et donc, il y a ce qu'on appelle les contrats à terme où les pays décident au début de chaque année de négocier avec les pays producteurs de pétrole les contrats. Et donc, sur une année, vous faites un contrat pour toute l'année 2022. Maintenant, l'information que je n'ai pas, l'information que je n'ai pas, c'est que depuis la suppression, c'est plus les groupes de trading qui font la commande aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'État qui fait la commande. Est-ce que l'État togolais a fait des contrats comme les autres pays le font pour se prémunir justement contre les fluctuations? On fait ce contrat-là, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les contrats en termes en 2022 portent le prix du baril à 77,3 francs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un contrat à terme pour 2022, que le baril soit à 117,2 $ ou à 5,2 $, ou parce que on s'achemine vers 150 $. Hein, il paraît que on va terminer l'année avec le prix à 150 $, même plus pour l'année 2022. Bon, alors si vous avez fait un contrat à terme, ça veut dire que même si le baril est à 160 francs, voire à 200 $, mais on vous le vend à 77,3 $. Et parce que vous êtes c'est tout le problème. Et moi, si je dis que si le Togo n'a pas fait ce contrat-là, eh bien, ça veut dire que le Togo est responsable du problème qui se pose aujourd'hui, parce que je le dis, gouverner c'est prévoir et on doit les indicateurs amener, surtout qu'on n'a plus la caisse de péréquation. Vous savez que le Togo n'est pas le seul pays à vivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, reconnu tout à l'heure, c'est tout le monde, tous les pays qui sont autour de nous vivent la même situation. Oui, mais tous les pays vivent la même situation, mais pour se prémunir contre cela, les pays
qui ont vu venir, on fait le contrat à terme. Et aujourd'hui, ils achèteront toute l'année 2022 à 77,3 $, pendant peut-être que le Togo qui n'a pas fait achèterait à 117 voire à 150 et répercuterait ça sur le prix des mètres. Et pour terminer avec ça, vous savez, quand on était à l'Assemblée, on s'était amusé une fois à interpeller un ministre, le ministre de l'énergie et autres, sur la discussion sur la structure du prix du pétrole au Togo. Et nous avons remarqué que sur ce prix du pétrole est appliqué énormément de taxes, des taxes qui ne se justifient pas. Depuis le début de la semaine, quand on s'était entendu qu'il y aura l'émission aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de recherches et je vous assure que j'ai cherché partout en vain. C'est un document, je ne sais pas pourquoi on le tient secret, parce que en principe, la structure du prix du pétrole ne doit pas être cachée aux populations. Moi, je crois que c'est même quelque chose qui doit être publié. Si cela est je dis, défendable, je ne vois pas pourquoi on cacherait la publication de ce document, pour que les Togolais sachent, quand j'achète un prix, un litre de pétrole, quand j'achète un litre de super sans plomb, quand j'achète un litre de gasoil, quel est le montant qui va vers, moi je sais pas moi, le social, quel est le montant qui va vers les problèmes, les solutions pour régler le problème de la vie chère, etc., les taxes sur je sais pas quoi, etc. Quel est le pourcentage qui va vers ceci et tout ça. Et donc, quand moi, j'achète 1 litre de pétrole lampant, je contribue à ça. Qu'est-ce qu'il y a de secret à faire connaître ça? C'est parce que nous estimons qu'on a des choses à cacher aux populations qu'on ne publie pas ça, qu'on nous publie la structure des prix du pétrole pour que nous voyons s'il est justifié que des taxes. Je crois qu'il y en a, selon les informations, moi je n'aime pas affirmer des choses quand je n'ai pas la preuve en face de moi. C'est pour ça que je cherche. Si les auditeurs ont cet élément-là à me donner, moi je veux bien avoir ça pour voir s'il est justifié. Voilà, sur le prix du pétrole aujourd'hui, existe sous toutes ces taxes-là. Peut-être que c'est ces taxes-là qui font que l'augmentation est insupportable pour les populations et que pour l'heure, en luttant contre la vie chère, il y a certaines taxes qu'il faut peut-être enlever du prix du pétrole pour rendre ça accessible et lutter peut-être contre la vie chère aussi. Voilà. C'est une interrogation là-dessus. Donc c'est tout ça là qui fait que la décision, prise par les autorités togolaises d'augmenter le prix ne peut pas être comparée à ce qui se pratique dans les autres pays, parce que les autres pays, eux, ont pris des mesures en amont, des mesures, de réelles mesures qui influent déjà et soulagent un peu la vie des populations qui supportent l'augmentation du prix qui est... Les auditeurs de Victoire FM ont été invités mercredi dernier au cours de l'émission Audi Actu à s'exprimer sur cette hausse des prix et cette nouvelle hausse des prix des produits pétroliers. Et voici un petit échantillon des réactions recueillies. Pour l'augmentation des prix du pétrole, là, je vais demander aux auditeurs, dans la sous-région, c'est le Togo seul que la baisse est un peu moins chère par rapport aux autres pays. L'autre fois, j'étais allé à Cotonou, c'était plus cher, comme le Ghana. Je crois que la guerre de l'Ukraine et la Russie, là, qui a tout engendré. Par exemple, sur nos ports, actuellement, les Libanais étaient obligés, parce qu'ils nous disent qu'ils ont augmenté 200 € sur le fret. C'est pour dire que c'est la guerre de l'Ukraine et la Russie là, qui a engendré tout ça là. Il faut que nos gouvernants, par exemple, le porte-parole du gouvernement a démenti ça. Il y a des rumeurs et il a démenti. Ce qui veut dire qu'il a menti. Et voilà, le lendemain, il faut qu'ils informent la population. Quand il y a un problème, il faut essayer quand même de parler. Nous sommes où? Il faut qu'il y ait une augmentation de SMIC. Le Bénin, allons savait qu'il y a tous ces problèmes et il a essayé quand même d'augmenter le salaire des fonctionnaires. Un secrétaire du gouvernement ne peut pas venir ou bien démentir quelque chose et le matin, le contraire de ce qu'il dénonce se produit. Nous sommes au Togo, ça se passe des fois. Que ces gouvernants ne croient pas que nous sommes des gens qui ne réfléchissent pas. Ce n'est pas forcément aller à l'école qui donne de l'intelligence. Si tu n'as rien à dire, vaut mieux de se taire. Ça aussi, c'est une sagesse. C'est une pagaille au sommet de l'État. Ils nous amènent toujours à l'abattoir. Regarde ce qui se passe en Sri Lanka, la vie chère. Ils veulent que ça se produise au
Togo. Non, on ne veut pas ça. C'est avec difficulté que le Togolais trouve à manger. Maintenant, vous augmentez encore le prix du carburant. Et ce prix-là jaillira sur tous les produits. Le président de la République, c'est notre président, nous le remercions. Ils ont été obligés d'augmenter. Mais ce que nous disons, personne ne peut applaudir quand il y a une augmentation sur les denrées. On ne peut applaudir que lorsqu'il y a augmentation de salaire, de SMIC, de pension. À l'impossible, nul n'est tenu. Le président, il ne peut pas être content sur ces augmentations. Le prions ce qu'il peut faire pour amortir un peu cette augmentation. N'eût été l'intervention, la subvention, on achèterait 1000 francs le litre. L'équipe actuelle qui gouverne le Togo est arrivée au seuil d'innovation. Ils n'ont pas autre chose encore à nous proposer. Retenez ceci. Tout le monde connaît ce qu'on appelle facteur limitant. C'est lui qui varie et les autres résultats aussi varient. Actuellement, c'est le carburant. Et ils ont émietté et papier les subventions. J'admets qu'ils ont subventionné. Parce qu'il y a autre chose qui nous prouve ça. On dit engrais subventionné, pétrole subventionné, taxes à ne pas payer, mais si on groupait tout cela et on subventionne le pétrole effectivement, tous les Togolais vont profiter de ça parce que le prix du pétrole serait stabilisé. Ça, c'est l'intelligence naturelle et traditionnelle. Il faut orienter bien les dépenses sur l'essentiel. Changer le gouvernement, c'est ça que le président est obligé de faire pour se protéger. Parce que c'est notre mandat qu'il exécute. Ensuite, d'augmenter le SMIC, réduire le péage et revoir les taxes. Je dis félicitations à notre gouvernement pour l'augmentation de ce prix. Parce qu'ils nous prennent dans ce pays comme des dupes. Ici, on nous a dit que les commandes se passent sur 3 mois. L'avant-dernière augmentation, ça fait 2 mois. Quand est-ce qu'ils ont passé encore la commande pour pouvoir augmenter? Et comment se situe la situation au niveau des prix? Ce qu'ils sont en train de faire là, le peuple togolais est au courant de tout. Et ils sont bien éveillés. Voilà donc un échantillon des réactions recueillies mercredi dernier au cours de l'émission Audi Actu. Une réaction, un commentaire par rapport... Alors, c'est tout ce que j'ai dit en mot tout à l'heure avant que... Je suis heureuse d'ailleurs que vous avez passé ces commentaires-là après mon intervention. C'est tout cela que j'ai résumé. Je n'avais même pas écouté l'émission, mais c'est la réaction, je veux dire, normale. De toute personne qui vit la situation togolaise par rapport à la vie chère et par rapport à cette augmentation. Voilà, vous êtes la première adjointe au maire de Golfe 4. Le gouvernement avait, parmi les mesures prises pour soulager, pour aider la population à faire face à la vie chère, le gouvernement avait décidé la suspension de la collecte des taxes dans les marchés et promis de vous, voilà, de combler le vide, le manque à gagner. Est-ce que ça a commencé? Oui, non, mais ça a commencé. Ça a commencé, sauf que en tant que premier adjoint de la commune du Golfe 4, je dis c'est une goutte d'eau dans la mer. Et c'est ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure. Vous savez, nous gérons au niveau du Golfe 4 au total 5 marchés. Dont les plus grands sont le marché de Kodomé, juste à côté de vous ici, le marché de Anoukopé, Amoutivé, Badago. Et dans ces marchés, je vous assure que les taxes que nous prélevons là-bas ne suffisent pas à amortir. Non, les recettes que nous faisons là-bas ne suffisent pas à amortir les charges que nous avons. Ça veut dire que la gestion d'un marché est une affaire sociale. D'accord? C'est-à-dire, c'est mettre les commerçants de notre commune en situation d'accomplir dignement leurs activités commerciales. Et donc, c'est totalement social. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque nous avons fini au niveau de la mairie de payer les charges d'électricité, les charges de balayage, de curage de caniveaux dans les marchés et autres, nous n'avons pas notre compte par rapport aux 150 francs du ticket qu'on fait. On donne aux femmes de payer. C'est pour ça que je dis que c'est une goutte d'eau dans la mer. Et donc, la suppression de ces taxes-là n'influe pas considérablement sur les recettes de la commune, puisque ces recettes-là ne servent pas à couvrir les charges que la gestion de marché vous suppose. Je ne sais pas si vous comprenez. Et de cette même manière, je dis que c'est une goutte d'eau dans la mer par rapport aussi à la vie de ces commerçants-là qu'on exempte du paiement de cette taxe, parce que 150 francs dans la vie
journalière d'une commerçante de marché n'influe pas sur les 850 francs que lui coûte le bol de maïs. Voilà. C'est en ces termes que se pose le problème. Oui, alors, comme on dit, l'art critique est aisé, mais l'art difficile. Si l'ANC était au pouvoir dans les mêmes circonstances, qu'auriez-vous fait pour aider la population à affronter cette vie chère? Ben, j'aurais tout simplement et bêtement copié un peu, autant que faire se peut, hein, parce que comparaison n'est pas raison. Et la situation n'est pas la même dans ces pays. Mais j'aurais tout simplement copié auprès des autres pays ce qu'ils font, qui est bien et qui agit considérablement sur la résolution des conséquences de la vie chère. Tout simplement. Des pays, et c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé. Et le gouvernement togolais ne peut pas dire qu'il ignore ce que la Côte d'Ivoire fait. Et la Côte d'Ivoire avait prévu ça depuis à commencer d'ailleurs, depuis à faire l'augmentation du SMIC, etc., à influer, à renflouer les caisses de l'État, à injecter de l'argent dans l'économie, etc., jusqu'à ce que eux, ils avaient même commencé avant que la vie chère, la guerre de l'Ukraine, la pandémie, etc., ils avaient prévu, ils avaient anticipé. Et autres. Et donc, on a des exemples de pays qui ont utilisé des méthodes qui ont marché et qui marchent aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, par exemple, ne s'est pas arrêtée, elle a continué. Le Sénégal a pris le pas après, a fait, ça n'a pas suffi. Ils ont fait, ça n'a pas suffi. Ils ont fait, ça n'a pas suffi. Mais les autres pays n'ont pas donné 150 francs de tickets et tout ça pour régler ce problème. Et ils ont influé sur le SMIC, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont augmenté les salaires. La Côte d'Ivoire, je crois, c'est 30% d'augmentation qu'ils ont fait sur les salaires des fonctionnaires. Et le Sénégal aussi a augmenté les salaires, mais le Sénégal a fait en plus, s'est rendu compte que tout le monde, toute la population sénégalaise n'est pas fonctionnaire. Peut-être les 80% ou 60% du peuple sénégalais n'est pas fonctionnaire. Mais est-ce que ça veut dire que lorsqu'on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas sénégalais? C'est pour ça qu'ils ont trouvé la parade, c'est 80 000 francs de transfert pour les familles démunies. Et à ce moment-là, tout le peuple sénégalais est concerné par les mesures prises par le gouvernement. Aujourd'hui, au Togo, les femmes du marché, tout le monde n'est pas commerçant au marché. Pour être exemple de taxes municipales, ridicule taxe municipale de 150 000 francs pour régler les problèmes. 150 francs pour régler les problèmes. Donc, c'est pas des mesurettes que ce problème-là serait réglé. Ce problème se pose à tous les pays du monde entier. Comment les autres le règlent-ils et quels sont les pays qui le règlent et qui ont des solutions valables, qui apaisent leur population, qui rendent la vie vivable à leur population. Copions seulement. Il n'est pas interdit, il n'est pas dit qu'au Togo, nous allons passer notre temps à copier les mauvaises choses chez les gens et que les bonnes choses, nous n'allons pas faire. Copions une fois que ce problème de vie chère se pose à nous tous, copions aussi les bonnes choses. Alors, pour une fois. Pour revenir aux produits pétroliers, la Cour d'appel a enfin rendu son verdict. Et dans l'affaire dite du Petrolgate, une affaire qui oppose Fabrice Adjakli au bi-hebdomadaire L'Alternative à son directeur de publication, Ferdinand Haïté. La Cour a confirmé la décision prise en première instance. Le journal et son directeur seraient reconnus coupables de diffamation et de publication de fausses nouvelles. Alors vous connaissez en matière de justice, étant un avocat, et quel commentaire pourriez-vous faire sur cette affaire, sur ce verdict? J'aurais pu dire que, sans commentaire, que je ne vais pas me mêler de ce problème-là, mais vous ne pouvez pas être une femme politique ou un homme politique et dire que tous les sujets qui se passent dans votre pays, d'actualité qui se passent dans votre pays ne vous intéressent pas. C'est pour ça que je dirais que, vous savez, tout le monde n'est pas Isabelle ou Brigitte Améganvi, par exemple. Lorsqu'on crée, par exemple, une affaire Wassem Gate, Monsieur Delagbo, vous étiez à l'Assemblée nationale lorsque cette affaire de Wassem Gate qu'on avait bombardé, parce que c'est la mode maintenant, hein, on prend les qualificatifs à l'américaine pour coller à des affaires que l'on décide de créer et tout ça, Petrolgate, Wassem Gate. On avait commencé Wassem Gate où on m'a impliqué personnellement
ma soeur et moi. Parce que je serai l'avocat de Ouassem et je serai, ma soeur aurait été actionnaire de Ouassem et donc on a fait évasion fiscale, on a ouvert des comptes à Panama Papers, encore que, bon, moi je ne sais pas si Panama Papers est une banque, je l'ai découvert quand on a parlé de ça et tout. Nous avions interpellé à l'époque à l'Assemblée nationale les ministres concernés qui sont venus dire s'il y a eu évasion fiscale, s'il y a les sœurs Amégambi sont coupables de quel crime en état actionnaire ou en état avocat d'une société commerciale, de la place et autres et tout ça. Mais nous n'avons pas jugé opportun de porter plainte. Parce que nous estimons que la vérité, elle est immuable et que même si vous ne la dites pas, même si vous ne la réclamez pas, elle survient même des années plus tard sur le marché et nous avons laissé. Mais tout le monde n'est pas Brigitte et Isabelle Amégambi. Lorsque vous décidez de parler d'un dossier, et les Amégambi, ce n'est pas les Adjakli, bon, vous décidez de lever un dossier, d'en parler et autres et tout ça, et la personne estime qu'il a été, elle a été diffamée et tout ça, c'est la loi, le code qui donne la possibilité à personne qui se sent diffamée de porter plainte, etc. et tout ça. Et lorsque vous allez au tribunal, bon, les affirmations que vous avez faites, on vous dit d'apporter la preuve et tout ça, vous apportez la preuve, et puis bon, voilà. Le tribunal décide. Bon, ce que je sais, c'est que en première instance, le tribunal a décidé que la plainte était recevable et que les Adjakli ont été diffamés, donc a condamné et autres. On a relevé appel. C'est le recours habituel, les décisions correctionnelles et autres. On a relevé appel et on vient d'apprendre que la cour d'appel vient de confirmer. Moi, ce que je me dis, c'est que c'est la justice. Moi, je suis avocate et dans ce dossier, je n'interviens pas, j'allais dire professionnellement, dans ce dossier. Je suis comme tout Togolais et autres. Bon, je viens d'apprendre comme tout le monde que la cour d'appel a confirmé la décision parce qu'on n'a pas apporté la preuve de ce que les affirmations qu'on a fait contre les Adjakli étaient avérées et tout ça. Je constate comme tout le monde et je prends acte, c'est tout. Je rappelle que l'invité de Rétro 7 de ce matin est maître Isabelle Manavi Djibouadi Amégambi, deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement ANC et première adjointe au maire de Golfe 4. La dernière précision est importante pour faire un retour cette fois-ci sur les communes afin de parler de la récente passe d'armes entre les élus locaux de Golfe 4 et le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales à propos de l'adressage des rues dans le ressort territorial de Golfe 4. Madame Amégambi, vous êtes la première adjointe au maire de Golfe 4, je le disais, Jean-Pierre Fabre. Dites-moi, quelles sont les raisons et qui vous ont poussé à chercher à changer les noms des rues de votre commune? Oui, mais les raisons qui nous ont poussés, c'est la loi. C'est la loi relative à la décentralisation et liberté locale qui nous donne compétences, propres pour ce qui concerne l'adressage des voies de notre commune. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de l'adressage? Il faut attendre de l'adressage la gestion des artères d'une commune, élargissement, rétrécissement, nomination, dénomination, etc. C'est tout cela qu'on met dans l'adressage. Et ça, c'est la première chose. Donc, compétence légale propre donnée par la loi à la commune de procéder à l'adressage. Ce n'est ni une compétence transférée, ni une compétence partagée. Il s'agit de compétences propres. Ça veut dire que c'est une compétence exclusivement réservée à la commune par la loi. Pas par le ministre, ni par les autorités de tutelle, mais par la loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une fois que vous avez compétence propre pour ça, vous remarquez que dans votre commune, il existe des voies. Et cet adressage-là avait été fait. Vous savez, les rues avaient un nom dans le temps. Et ensuite, l'ancienne délégation spéciale, Lomé Commune, avait procédé au changement de certaines
de certaines communes ont enlevé des noms, ont remis d'autres, etc. et tout ça. Entre-temps, nous avons notre histoire aussi. Le 13 janvier, par exemple, qui était célébré l'assassinat du premier président démocratiquement élu du Togo, qui était célébré, et tout le reste, et que, entre-temps, la CVJR, avec la commission Vérité, Justice et Réconciliation est passée par là, a fait la réconciliation entre les Togolais et tout ça, les dates et les événements qui fâchent. On a essayé de faire tout ça et finalement tout le monde a convenu que la célébration du 13 janvier n'est pas une bonne chose. Et on a supprimé la célébration du 13 janvier, mais un boulevard continue à porter le nom de cette date qui est une date de frustration pour beaucoup de Togolais parce qu'il s'agit d'un assassinat et du premier de chef de l'État de l'Afrique. Et c'est de là qu'a commencé les coups d'État et autres jusqu'à présent. On ne va pas traîner cette sale histoire, cette sale renommée tout le temps et autres. Donc l'un dans l'autre et tout ça. Et lorsque vous avez été élu par des populations et que des populations viennent vous voir ou lorsque vous allez chez eux, chez elles, elles vous posent des problèmes en disant mais par exemple, je donne un exemple. Les autochtones de la ville de Lomé, à la limite, c'est les Bè, Amutivé et autres. C'est les autochtones de Kodjo-Yakopé. C'est auprès de ces personnes-là que nous sommes venus. Hein, moi, de Mokpele natal, vous, bon, de je sais pas tout, et tout ça. C'est eux, nous autres. C'est chez eux, bon, on a acheté des terres, on s'est installé, tout ça, et on a fait la ville de Lomé qui est devenue un bien à nous tous, nos propriétaires. Mais il y a eu des fondateurs, des gens qui étaient là, qui ont vendu les terres et autres. Quand vous avez par exemple une rue qui porte le nom rue Jacob Adjalé, qui est l'aïeul des Adjalé, qui sont du canton d'Amutivé, qui est le ressort territorial de la commune du Golfe 4 aujourd'hui. Parce que commune du Golfe 4, le ressort territorial, c'est Amutivé. Adjalé, le chef canton d'Amutivé. Rue Jacob Adjalé, on change la rue Jacob Adjalé pour le nommer rue Bassar. Quelle est la raison fondamentale de ça? Alors, les gens disaient, mais notre aïeul qui a son nom sur la rue, parce que toute cette terre-là, c'était nos terres, etc. Et tout ça significatif. Vous le transformez en rue Bassar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas nous. On nous pose la question, mais c'est pas nous. Mais c'est nous assurons la continuité des actes qui ont été posés par nos devanciers. Quelle est la situation? Surtout que vous ne trouverez pas à Bassar, vous ne trouverez pas à Bassar l'équivalent d'une rue qui s'appelle rue Amutivé à Bassar. Voyez? C'est-à-dire que c'est face à tout ça, iniquité, inégalité et sectarisme à la limite, que nous nous sommes dit, écoutez aussi nos populations, et nous-mêmes, nous connaissons l'histoire de notre pays et autres, que nous avons dit que c'est vrai que aujourd'hui, le problème des Togolais, on en a parlé tout à l'heure, la vie chère et autres. Oui, justement, les gens disent, Madame Omeganvi, les gens disent, il y a plus urgent à faire que l'adressage des... Oui, mais plus urgent. Monsieur Agbo, on est à 2 ans et demi de notre mandat. On est à 2 ans et demi de notre mandat. Vous savez bien en plus que c'est une question délicate. Non, moi, je ne sais pas. Au Togo, nous n'allons pas passer notre temps à toujours chercher des astuces ou des justifications à des violations ou bien à des violations de la loi. Est-ce que l'adressage est de la compétence propre des communes? Oui, c'est la loi qui le dit. Est-ce que c'est en application de cette loi que la commune, le conseil municipal de la commune du Golfe 4 a décidé d'adresser les rues de composants sur le territoire communal? Oui, c'est ça la réelle question. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale... la réaction du ministre, est-ce que vous avez été surpris par la réaction du ministre? Mais on est surpris puisque moi, personnellement, je suis surprise parce que pour moi, ça ne posait aucun problème. Aucun problème d'adresser, parce que dans les pays où on essaie la décentralisation, c'est comme ça que cela se fait. C'est les communes qui adressent
les rues. Et je ne vois pas pourquoi, dans le test togolais, on a donné cette place-là à la commune, cette compétence propre, et qu'on soit étonné qu'une commune adresse les rues. C'est de la compétence propre des communes. Donc, où est le problème? Et nous sommes à 2 ans, je le disais tout à l'heure, nous sommes à 2 ans et demi de notre mandat. Le ministre dit que vous n'avez pas respecté la loi. Vous n'avez pas, il fallait attendre voilà, un test qui doit être pris. Quel test? Non, monsieur, il faut qu'on s'était suffisamment expliqué sur ce problème-là à la conférence de presse que nous avons organisée pour expliquer aux gens et le document la plus important. Le ministre parle de l'article 385 qui prévoit la prise d'un décret d'application pour ce qui concerne les compétences partagées et les compétences transférées. Or, tout à l'heure, je vous ai dit que l'adressage relève de la compétence propre. Et donc, le test cité par le ministre n'est pas valable pour les compétences propres. Les compétences propres sont transférées sont données par la loi. Et la loi le dit. Article 82 relève de la compétence propre des communes l'adressage, ceci, dans le domaine, etc., etc. Relève de la compétence partagée, ceci. Relève de la compétence à transférer. Voilà. Les compétences, 387, les compétences partagées, les compétences transférées seront déterminées par un décret pris en Conseil des ministres. Mais où en est aujourd'hui le processus? Quel processus? Ouais, ce que vous avez déclenché, ce que vous avez enclenché, l'adressage, fait le changement de nom, ce que vous avez... Oui, mais nous avons pris un arrêté, nous avons pris, le Conseil municipal a pris une délibération en dénommant 13 rues, dans une première étape, 13 rues et autres. On a pris l'arrêté, comme ça se fait. Habituellement, on a donné, nous, on en est là, en application de la loi. Le ministre prend une note pour dire que lui, il annule et tout ça. Est-ce que dans la loi, il est dit que le ministre a le droit d'annuler un arrêté municipal ou une délibération municipale, pas une note? Le texte dit que si le ministre n'est pas d'accord, le ministre fait un recours devant la chambre judiciaire de la Cour suprême. Est-ce que un recours devant la cassation, c'est une note qu'on prend comme ça pour dire que le ministre de tutelle en annule un arrêté? C'est ça. Et à ceux qui disent que la vie chère, etc., et tout ça, mais il est dit dans la Bible que l'homme ne vit pas seulement du pain. Et j'allais dire, l'homme vit aussi de sa dignité. Et le problème de l'adressage et tout ça procède de la dignité des gens. Lorsque des inégalités sont commises, lorsque de l'injustice est faite et autres là, vous devez lutter pour réparer les torts causés aux gens. Et ça aussi, ça fait partie des droits de l'homme. Et ça aussi, ça fait partie de ce dont on a besoin pour vivre dignement sa vie. Il n'y a pas que l'eau et le pain qui nourrit son homme, il y a aussi la dignité de l'homme qui nourrit. Et donc, nous sommes à l'aise pour dire que si on a été élu en 2019, c'est ça, élection locale, 2 ans et demi de notre mandat avant que nous ne fassions, après avoir réglé les problèmes d'assainissement, après avoir fait le balayage, après avoir fait toutes choses qui ressortent de la compétence propre des communes, après avoir rénové commencé à rénover les écoles, après avoir, et 2 ans et demi après, nous décidons aussi de jouer sur la dignité de nos populations en réadressant nos rues. Je ne vois pas où est-ce que nous avons commis la faute qui fait, en répondant d'ailleurs aux soucis de nos populations qui ont attiré notre attention sur le fait qu'il y a des rues qui portent des noms qui ne peuvent pas se justifier dans un état de droit ou dans un état où nous prônons la réconciliation et l'oubli de l'histoire dramatique de notre pays. Bien, on va changer de sujet. La CENI a depuis mardi son bureau qui sera dirigé par Tago Yabré. Il a été élu par ses pairs, vous le connaissez. Êtes-vous satisfait de son élection et qu'attendez-vous de lui? On prend plus ou moins les mêmes et on recommence. C'est tout. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus, sauf à dire que nous sommes un parti politique et comme un parti politique, nous devons nous battre
pour arriver au pouvoir. C'est ça le but premier d'un parti politique. Nous y sommes. À la CENI, on a un représentant là-bas, comme qui dirait, pour avoir notre œil dans ce qui se passe là-bas. Mais l'élection du bureau, tout ça, bon, Monsieur Yabri Dago, Monsieur Romao et Monsieur Christophe Tchao et tout ça, bon, comme qui dirait pour eux, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Bien, les élections régionales sont prévues pour 2023. L'année prochaine, qui verra le mandat actuel des députés arriver à son terme, ce qui signifie donc l'organisation de législatives également en 2023. Un débat sur un éventuel couplage des législatives et avec les régionales a commencé à s'animer. Voici à ce propos la réponse du ministre Christian Timoin, porte-parole du gouvernement, lorsque la question lui a été posée. La question des élections régionales, le calendrier des élections régionales, vous avez parlé de couplage, puisque le chef de l'État a annoncé que ces élections se tiendront l'année prochaine. La CENI étant mise en place, c'est elle qui va sortir le chronogramme des élections. Et c'est en fonction du chronogramme qu'elle envisage, puisque l'année prochaine, nous avons effectivement les régionales qui ont été annoncées, mais en fin d'année, on arrive au terme du mandat de l'Assemblée nationale également. Mais le couplage va être décidé en réalité s'il y aura couplage ou non couplage. C'est la CENI qui peut nous donner des indications à partir du chronogramme qu'elle va élaborer, et à ce moment-là, on pourra véritablement voir à quelle date les régionales vont se tenir, éventuellement à quelle date les législatives pourront se tenir, et s'il était possible ou non de faire un couplage de ces deux élections. Encore, c'est une décision de la CENI qui organise les élections. Une fois qu'elle aura fait les options nécessaires, naturellement, on vous tiendra au courant, et puis le gouvernement avisera à ce moment-là aussi. Et toutes nos excuses aux auditrices et auditeurs pour la qualité sonore, pour la qualité de cet élément sonore. Maître Ameganvi, quel est votre avis sur la question? Doit-on coupler ces deux scrutins? Notre avis, nous le réservons pour le moment parce que, vous savez, à l'ANC, nous n'avons pas l'habitude de mettre les charrues avant les bœufs. Nous attendons. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas notre point de vue toujours sur la question, mais nous attendons. Il a parlé de chronogramme et tout ça. Nous attendons la décision qui sera prise, s'il faut coupler ou s'il ne faut pas coupler. Et à ce moment-là, tout le monde sera disposé à entendre notre point de vue et nos arguments en faveur ou en défaveur et tout ça au moment opportun. Alors, c'est tout ce que moi je veux dire là-dessus pour le moment. Alors, êtes-vous disposé à l'ANC à nouer des alliances électorales avec d'autres formations politiques? On verra au moment opportun. On verra au moment opportun, Monsieur Agbo, parce que vous savez, nous revenons de loin au niveau de l'opposition après la dernière tentative de regroupement, la C14 et tout ça. Ce que ça nous a coûté, nous le savons. Bon, l'élection présidentielle de 2020, ce que ça nous a coûté, nous le savons. Et donc, on a l'habitude de dire que lorsque le serpent vous a mordu, une fois, lorsque vous voyez le ver de terre aussi, vous avez... mais seulement, vous n'allez pas avoir peur tout le temps du ver de terre, jusqu'à ad vitam aeternam. Et donc, à un moment donné, bon, s'il faut composer avec le ver de terre aussi, même avec le serpent et tout ça, quand c'est nécessaire, c'est la vie, on le fait, mais c'est devant le problème qu'on décide. Ça n'empêche pas au sein de l'ANC de nouer la discussion sur tout cela et voir au moment opportun ce qui va en être fait. Dans tous les cas, l'ANC prend toujours la mesure au moment opportun pour décider de ce qu'elle fera ensemble avec les militants dans chaque structure organisée du parti, parce que ça n'est pas seulement le président national, M. Jean-Pierre Farr, qui décide à la place de tout le monde. Et donc, vous savez, l'ANC a ses structures, le bureau national, etc. et tout ça. Et donc, c'est au sein de ces structures-là que le débat est instauré et que les décisions sortent. Et donc, au moment opportun aussi, tout le monde saura ce que nous entendons faire là-dessus. Alors, quelles sont les ambitions de l'ANC pour ces régionales et les prochaines législatives? Et surtout pour les régionales, on sait que l'opposition est plutôt à Lomé, mais les régionales, c'est surtout les régions où on a le sentiment que... Oui, mais l'opposition partout. Surtout, vos ambitions pour ces élections-là? Sur toute l'étendue du territoire. Bon, sont peut-être son fief premier, bon, peut-être à Lomé, dans le Grand Lomé et tout le reste. C'est peut-être ce qui explique le fait que
on ait coupé le Grand Lomé de tout cela en bombardant le Grand Lomé en district autonome du Grand Lomé, et aujourd'hui ces régionales auront lieu et s'arrêteront à Tchévier, puisque la région maritime, le chef-lieu, on a fait c'est Tchévier, et donc les régionales auront lieu de la région des Savanes jusqu'à la région maritime qui s'arrête à Tchévier, étant entendu que les deux préfectures du Golfe et d'Aguenivé se retrouvent déjà organisées sous le district autonome du Grand Lomé, pour lequel un gouverneur va être pas élu mais nommé, et que ce district autonome de Lomé, il faut le rappeler aussi, serait composé pour moitié d'élus locaux venant des communes et de moitié de gens qui seront nommés par le chef de l'État, le Premier ministre, etc. Et tout ça. Et dont les premiers responsables, eux, seront nommés par les deux. Oui, dans ces circonstances, quelles sont vos ambitions pour ces élections-là? Qu'est-ce que vous espérez de ces élections? Ah oui, mais reprendre votre place de leader de l'opposition comme non, mais faire notre boulot de parti politique, offrir aux populations togolaises notre ambition. Notre ambition de gouverner, notre ambition de voir ce pays gouverner autrement. Alors, si les Togolais sont satisfaits de la manière dont le pays est gouverné au niveau central, pour reconduire ceux qui gouvernent au niveau central dans les régions, mais c'est les Togolais qui décideront. Mais nous leur offrirons notre moyen, notre méthode que nous avons, ce que nous voulons leur offrir, la gouvernance que nous ambitionnons pour ce pays, pour voir les choses changer et autres. Et donc, si les Togolais sont d'accord avec nous qu'il faut faire autre chose, il faut tenter autre chose aussi pour voir si le sort serait meilleur par rapport à la cinquantaine d'années de gouvernance de RPT. Unir, les Togolais décideront. Et donc, notre ambition, c'est, nous jouons notre rôle de parti politique, d'accord? C'est de nous battre pour accéder au pouvoir et gouverner le pays à notre manière, selon ce que nous estimons être bien pour ce pays, pour que ce pays sorte de tous ces problèmes-là auxquels nous ne trouvons pas de solution. Ça fait 50 ans que ça dure. Alors, un mot sur le festival de la marmite FESMA. Y avez-vous fait un tour et quelle est votre appréciation sur cette initiative? Bon, j'avoue que je connais pas grand-chose. Vous savez, ces 2 derniers temps, nous étions tellement occupés au niveau de la mairie, parce que nous sommes sortis de la première session de l'année 2022, où il y avait eu ces 3 gros dossiers qui nous ont occupé, l'adressage dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait eu le problème de notre budget aussi qui a été gardé, tout ça, et donc l'arrêté d'approbation a été donné le lendemain de la clôture de notre session finalement par le ministre, 5 mois après le dépôt de ce budget-là sur sa table. Il y a également un différend qui nous oppose aujourd'hui avec les PAM et tout ça. Le ministre de l'administration territoriale. Donc, d'importants sujets qui ont occupé complètement et nous sommes sortis, et cette semaine, toute la semaine, du lundi au vendredi, nous étions encore en session extraordinaire sur notre compte administratif et compte de gestion de l'année 2021 de la commune du Golfe 4. Alors, vous comprenez que... Vous n'avez pas encore eu le temps d'y aller. Je n'ai pas eu le temps de parler de marmite. Comment trouvez-vous l'initiative de marmite et de bouffe. Parce que vous savez, moi-même, mes péchés mignons, à part peut-être la politique, le barreau et tout le reste, c'est la marmite. Toute modestie gardée en matière culinaire. Vous y connaissez un peu. Je m'y connais un peu. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait un tour là-bas, parce qu'il s'agit de l'une de mes passions, la cuisine, surtout togolaise et autres, pour aller voir si... moi, je me rappelle des plats... Oui, justement. Pour le promoteur du FESMA, le confrère Jean-Paul Agboa-Huelete, il s'agit de remettre au goût du jour les pratiques culinaires africaines qui tendent à disparaître, mais qui ont des valeurs certaines dans la gastronomie africaine.
Alors je voudrais justement vous poser, quel est votre plat ou quels sont vos mets sur le plan traditionnel, vos mets préférés sur le plan traditionnel? Ben, vous savez, notre pays foisonne de beaucoup de plats, oui, et autres. Et moi j'ai la chance d'être, j'allais dire métisse. Métisse parce que ma mère est d'Anéro. Ma mère est d'Anéro et mon père est des plateaux de Pélé. Oui. Alors, vous savez, ces deux ethnies, j'allais dire, qui ont une histoire culinaire différente. Bon, chez moi, dans le Pélé, c'est le foufou, c'est à Néro, bon, c'est les plats, le lamou dessi, bon, à demain, 5 temps, etc., et autres, et tout ça. Et donc, moi, l'un dans l'autre, hein, je fais tout. C'est-à-dire, bon, quand ça me plaît, je vais du côté de mes oncles maternels et autres. Quand ça me plaît aussi, je vais du côté de mon père, dans les plateaux et autres, et tout ça. Et j'avoue que nous avons beaucoup de plats que aujourd'hui, nous jeunes, nous ne remettons pas au goût du jour, comme il le dit. Oui. Et donc, c'est pour ça que je regrette un peu de ne pas avoir eu le temps d'aller là-bas pour aller voir si par exemple, la dernière fois, on était au village, dans le Pélé, pour des obsèques. Et puis, bon, j'étais chargé de faire la cuisine, etc. Et puis, j'ai décidé de faire une sauce qui s'appelle akobu. Et ça, c'est les gens d'Anéro qui connaissent. Qui se fait à base de sauce tomate. La plupart du temps, c'est avec de l'huile rouge que ça se fait. Et on met du gombo dedans et des épinards agboma dedans. Et on fait ça en sauce et tout ça. Ça s'appelle akobu. Alors, quand j'ai dit akobu, la personne me dit, mais c'est quoi ça? Akodoua. La personne me dit akodoua, c'est la banane. Akodoua. Je dis non. Akobu, dit ah bon, ça existe ça? Je dis oui. Et je l'ai fait. Et donc la dernière fois je suis retourné, il me dit comment Akobu parce qu'ils ont trouvé ça très, ils ne connaissaient pas, oui, ils ne savaient pas l'existence. Oui. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, oui, qui sont perdues ou ceux qui sont sur le point d'être perdus. Moi je suis très curieuse en matière culinaire et tout ça. Moi je goûte à tout, hein. J'ai goûté, un ami m'a fait goûter une chose de boa une fois. J'ai goûté à la sauce de crocodile en Afrique centrale parce qu'ils consomment beaucoup cela et tout ça. Moi je suis très curieuse, voilà, de tout ça. Et bon, je dis c'est une bonne initiative. Dommage que bon, on n'a pas eu le temps d'aller voir. Tout à fait. Nous allons à présent dire un mot de l'actualité internationale, mais avant de commencer, Anani Vidrakou nous rappelle quelques-uns des événements qui l'ont alimenté. La Côte d'Ivoire a abrité cette semaine la COP 15, une initiative contre la désertification. Chefs d'État, experts et organisations de la thématique venus de 186 pays, dont le président togolais Faure Gnassingbé, ont pris part à ce sommet international à Abidjan pour trouver des solutions à l'avancement de la mer, l'appauvrissement des terres arables et la restauration des forêts. Solution à la vie chère au Sénégal, le président Macky Sall a lancé mardi un programme qui accorde 80 000 francs CFA à chacune des quelques 543 000 familles vulnérables répertoriées. L'opération vise à soulager les plus démunis face à la hausse des prix dans le contexte de la guerre en Ukraine et la pandémie de la Covid-19. Transition en Guinée-Conakry, l'organe législatif fixe à 3 ans la durée de la transition. Décision issue de la session plénière du Conseil national de la transition CNT jeudi pour le chronogramme devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Le CNT a revu à la baisse la durée de la transition en votant 3 ans, soit 36 mois au lieu des 39 proposés par la junta. Déjà, les regroupements politiques tels que le G58 et le FNDC rejettent ce calendrier. Joachim Milimono, membre du G58. Le CNT, au
auquel on donne aujourd'hui le pouvoir de trancher n'a nullement cette prérogative. Le rôle qui est dévolu au CNT, il est clair, c'est celui de légiférer en lieu et place d'une assemblée nationale. La durée de la transition revient au terme de l'article 77 de la charte au CNRD et aux forces vives de la nation, qui ne sont autres que les acteurs politiques et la société civile. Journée mémorable mardi au Royaume-Uni. Pour la première fois depuis 59 ans, la reine Elisabeth II a été remplacée par son fils, le prince Charles, pour le discours du trône devant le Parlement réuni. Le fils de la reine a endossé cette responsabilité en raison de la santé déclinante d'Elisabeth II, âgée de 96 ans. Pour rappel, la reine n'a manqué ce rendez-vous que 2 fois lors de son règne, lorsqu'elle était enceinte en 1959 et en 1963. Élection présidentielle 2022 aux Philippines. Ferdinand Marcos Jr., fils du défunt dictateur Ferdinand Marcos, a remporté la présidentielle selon un premier décompte donné mardi. Selon les chiffres rendus publics, il a gagné les élections avec près de 30 millions de voix, contre moins de la moitié pour sa principale rivale, Leni Robredo. Cette victoire du fils de l'ex-dictateur marque le retour des Marcos au pouvoir après le renversement de leur régime en 1986 par une révolte populaire. Renversement qui avait poussé la famille Marcos en exil aux États-Unis. Voilà, on n'a plus le temps pour vraiment aborder l'actualité internationale. Je vais juste vous poser une question et on prend justement le dernier élément sur les Philippines. Aux Philippines, donc, c'est Ferdinand Marcos Jr., fils et homonyme du dictateur Ferdinand Marcos, déchu lors d'un soulèvement populaire en 1986 qui a remporté l'élection présidentielle de lundi dernier aux Philippines. Ainsi, les Marcos sont-ils de nouveau propulsés au sommet de l'État, 36 ans après un départ en exil, un exil qui était humiliant. Peut-on dire que c'est... on le dit, les peuples, dit-on, sont, versatiles et ont la mémoire courte. Et peut-on dire que c'est le cas aux Philippines où les Philippins ont-ils tout simplement, ou bien les Philippins ont-ils tout simplement pardonné aux Marcos? Bon, vous avez dit tout à l'heure que les peuples sont versatiles, c'est ce que je remarque aussi. Et au Togo, ça se témoigne, bien, ça se voit tous les jours. Hein. Bon, nous l'avons vu en 2005 et nous l'avons revu 3 fois de suite. Hein. Quand M. Faure Gnassingbé a succédé à son père en 2005 dans les conditions que tout le monde sait, après revenu à des élections, bon, entre guillemets, hein, bon, on ne peut pas dire que c'est tout à fait des élections organisées sur la base des normes internationales de transparence et d'équité, mais à tout le moins, nous remarquons que le fils de dictateur a succédé à son père. Après, on a démocratisé, entre guillemets, on parle des élections et tout ça, ça s'est passé au Togo. Bon, en 2020, on nous a présenté au sein de l'opposition un candidat qui est issu du Saint-Esprit, etc. et tout ça, et que, les Togolais, on dit, certains ont même paraphrasé la Bible en disant que les gens ont soutenu Barabbas contre Jésus, si vous suivez mon regard, et tout cela, et donc, vous savez, moi, plus rien ne m'étonne en matière politique, que ce soit au Togo ou partout ailleurs, ça ne m'étonne pas. Surtout que le fils de Ferdinand Marcos a battu campagne en tablant sur la fortune de son père, en disant, oui, mais lui, il veut, avec l'argent que son père a volé à l'État philippin, revenir bâtir les Philippines 36 ans après. Ferdinand Marcos et sa femme Imelda, tout le monde connaît ce qui s'est passé aux Philippines. Cette femme-là, ses richesses et tout ça. Et ces milliers de chaussures qui avaient fait le tour du monde, etc. et autres. Mais 36 ans après, son fils, contre toute attente, revient et promet aux Philippins, sur l'argent volé par son père, de rebâtir le pays. Et les Philippins ont voté pour lui. Est-ce que j'aurais tort de dire que c'est la démocratie qui est en marche? J'aurais pas tort de dire que c'est la démocratie qui est en marche. Et j'avoue aussi que je n'aime pas tellement prendre position en ce qui concerne les actualités internationales, parce que c'est seulement ceux qui vivent
le fait qu'ils peuvent en parler véritablement. Lorsque vous suivez de loin et tout ça, par le prisme de la distance et du fait que vous ne vivez pas vous-même le fait, on peut facilement se tromper. Voilà, vous pouvez facilement vous tromper. Voilà. Qu'est-ce qui a déterminé le peuple philippin à choisir 36 ans après le fils d'un dictateur aussi que le fils de Ferdinand Marcos? Seuls les Philippins sont à même, à même de justifier leur choix. Mais je dis toujours que c'est possible qu'un dictateur s'en aille et laisse la démocratie tourner, parce qu'aux Philippines, il y a eu l'alternance, et etc. Et tout ça. Nous et allons... puis 36 ans après, le fils revient. C'est ce que nous voulons aussi pour le Togo. Voilà. Nous voici donc au terme de cet entretien avec Maître Isabelle Manavi Djibouari Ameganvi, deuxième vice-présidente de l'AMC, première adjointe au maire de Golf 4, que je remercie. Merci encore une fois, Maître Ameganvi. Auditrices, auditeurs de la 96.3, recevez nos sentiments de gratitude pour votre fidélité à Rétro 7 qui vous donne rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut. Hervé Essay Nani Vidirakou et notre technicien Haïté Messan se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Au revoir.